je suis avec Xavier Poulet-Goffard, que notre public connaît bien, puisque nous avons dans nos archives plusieurs interviews de lui. Et Xavier est l'un des dirigeants de la société Orcom, qui est une société spécialisée dans l'audit, dans les conseils fiscaux, dans la juridiction fiscale et enfin tout ce qui concerne les entreprises et leur rapport avec justement la fiscalité. Et surtout, Orcom est spécialisé aussi dans les relations franco-italiennes, s'occupant depuis très longtemps, s'occupant des investissements italiens en France et des investissements français en Italie, avec comme mission de faciliter les choses le plus possible, n'est-ce pas, de répondre à des questions qui peuvent se poser à propos de la fiscalité, à propos des problèmes juridiques, n'est-ce pas, voilà. Alors, en ce moment où nous sommes, nous, je dis les gouvernements, les autorités politiques et sanitaires sont aux prises avec ce qu'on appelle la 5e vague de la pandémie, qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau de l'activité de Orcom? Alors d'abord, merci beaucoup Paolo de cette interview. Très heureux de te retrouver, de retrouver les téléspectateurs et auditeurs d'Italia in Diretta. Nous, Orcom, en tant qu'entreprise d'expertise comptable, d'audit et de conseil, nous faisons partie des professionnels qui travaillons sur la confiance et la sécurité des flux, la sécurité comptable, la conformité comptable, la sécurité fiscale et administrative, la conformité de ceci, et les périodes, malheureusement aussi complexes que celles que nous avons vécues, sont autant de défis pour les entreprises et les particuliers sur toutes ces problématiques administratives, comptables et fiscales. Donc ce sont des périodes durant lesquelles nous sommes habituellement très sollicités. Bien sûr, c'est aussi des contextes très difficiles pour nos clients, puisque il y a des arrêts d'activité, des reprises d'activité, des problèmes de recrutement. Voilà, c'est des moments quand même de très grande tension. Donc notre devoir, notre engagement professionnel, c'est d'être réactif, apporter des solutions, finalement être aussi capable d'être un peu un Sherpa pour nos entreprises et les particuliers qui nous font confiance dans l'écosystème législatif, normatif, administratif, et de les guider et d'aller leur chercher les solutions les plus adaptées à leur situation. Et j'ajoute, comme tu l'as très gentiment souligné, plus spécifiquement pour les entreprises italiennes implantées en France, et puis pour les Italiens aussi en tant que particuliers, nous avons cette capacité historique de les accompagner avec un modus operandi italophone, qui donc leur donne une plus rapide et une meilleure connaissance de ce qu'il se passe sur le territoire français, en termes à la fois de difficultés, donc leur permettant de mieux les anticiper, et aussi en termes de solutions, donc leur permettant de mieux naviguer de manière plus sereine, en tout cas dans une période quand même assez anxiogène et par ailleurs très complexe. Le sujet de l'année 2020-2021, et aujourd'hui ça revient en décembre 2021, ça a été plus spécifiquement l'ensemble des aides étatiques, qui ont d'ailleurs été largement promues dans les deux pays, et un peu partout en général, hein. Mais plus spécifiquement, si on s'arrête sur l'Italie et la France, les deux États ont assez largement couvert les interdictions d'activités qu'ils ont eux-mêmes promulguées pour faire face à la pandémie. Et donc c'est toute une série de dispositifs de soutien à l'entreprise
qui ont été votés et mis en œuvre. Et donc l'enjeu d'un cabinet comme le nôtre, ça a été d'apporter sur ces solutions d'une manière la plus efficace, la plus structurée également, parce qu'on sait que ce sont des périodes dans lesquelles les entreprises, ensuite, après avoir demandé et obtenu des aides, l'administration fiscale, et de manière assez légitime, procède à toute une série de contrôles. Donc si les demandes et les aides sont faites trop vite, de manière trop légère, soit elles sont refusées, soit elles sont acceptées faute de temps, et à ce moment-là, lors du contrôle par la suite, ça crée des problèmes supplémentaires. Donc notre enjeu, c'est de construire les dossiers de manière les plus rigoureuses, méthodiques, conformes possible. À propos des aides aux entreprises, certains ont méchamment parlé de argent magique, qui est une expression évidemment qui fait rêver un peu, mais d'un autre côté, si cet argent, qu'il soit magique ou pas, a eu des effets très positifs, puisque la croissance a rebondi et est repartie aussi bien en Italie qu'en France, peut-être un peu davantage en Italie qu'en France, et en général dans l'ensemble de l'Europe. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point les rapports entre la France et l'Italie ont tendance à se développer et à s'intensifier. Et alors, je pense que vous avez accueilli avec intérêt la signature de ce traité du Quirinal, ce traité de coopération franco-italien sur le modèle du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Oui, évidemment, c'était pour nous pour l'ensemble des acteurs français, c'était d'ailleurs une excellente nouvelle. L'Italie et la France sont des partenaires extrêmement importants l'un pour l'autre. Selon les années et les classements entre le 3e et le 5e partenaire commercial, donc c'est très important. L'Italie est une grande puissance, la France également, donc ce traité qui retrace un peu des perspectives de relations privilégiées, partenariat industriel, partenariat scientifique, partenariat académique. Le monde de la recherche et le monde universitaire est également bien mis en valeur dans ce traité. Donc l'idée, c'est évidemment de couvrir des pans entiers de l'économie et de profiter de cet effet rebond pour probablement recréer continuer à entretenir des relations extrêmement fructueuses de nature à déclencher des mécanismes de croissance, des mécanismes de recherche, des mécanismes de performance. Et pour nous, cabinet d'expertise comptable, et notamment pour votre serviteur et puis l'équipe italophone qui est particulièrement intéressée à ces relations, c'est effectivement une très très bonne nouvelle. Il y a eu quelques moments de froid il y a quelques années entre les deux pays. Bon, nous, on est quand même assez extérieurs aux relations. Assez récemment, d'ailleurs. Voilà. Et là, c'était pour nous quand même une excellente nouvelle. Moi, j'ai assisté avec une réelle joie à l'événement organisé au Sénat par Business France et ses partenaires. Les propos qui ont été tenus, notamment depuis l'ambassade italienne en France, par l'ambassadeur de France en Italie, ont été des propos assez remarquables dans leur impulsion et leur ambition. Donc tout ceci est de bon augure. Et puis, vous parliez à l'instant tu parlais à l'instant des plans de relance, et puis donc l'Italie et la France ont été deux pays qui ont pu structurer des plans de relance assez ambitieux, l'Italie en particulier, et il y a énormément d'enjeux de croissance et puis d'innovation autour de ces plans. Donc les deux pays qui ont des relations industrielles de longue date ont évidemment tout intérêt à allier leurs forces sur des segments très spécifiques qui font leur richesse, et nous, à notre modeste place, nous sommes un pont, si tant est qu'il y en ait encore besoin, mais cela dit, on s'aperçoit quand même que les différences culturelles préexistent, il faut. Il est très important d'être dialoguiste
voilà, dans ces investissements italiens en France, France en Italie. Et est-ce que un des objectifs de ce traité du Quirinal, même s'il n'est pas décliné en toutes lettres dans le traité, c'est de rendre finalement les économies et les activités en France et en Italie plus complémentaires que concurrentielles. Est-ce que ça te paraît un objectif valable et atteignable? Oui, du moins c'est l'ambition d'un tel traité, qui est un traité entre amis. Ce que je remarque en tant qu'expert comptable et en tant qu'économiste par ailleurs, c'est la conséquence aussi que ça a eu en termes de visibilité et d'accélérateur au niveau des agences territoriales et des associations professionnelles ou institutionnelles de relations franco-italiennes. Je suis membre de différentes associations dont nous sommes tous proches et ça permet aussi de favoriser des initiatives individuelles de relations économiques, partenariales entre différentes volets des économies nationales. Il y a certaines associations qui, grâce à ce traité du Quirinal, vont pouvoir continuer à déployer toute leur relationnel inter-entreprises, entre des entreprises françaises et des entreprises italiennes. D'autres initiatives individuelles sont tournées vers les dirigeants. D'autres encore, on sait qu'il y a toute une structuration autour des associations franco-italiennes en France. D'autres sont tournés vers le domaine des chercheurs, le domaine des avocats, le domaine de la littérature, par exemple là-dedans. Donc ce traité, c'est la volonté probablement de créer une impulsion. Et puis je remarque moi qu'à notre niveau, nous les acteurs du quotidien, eh bien ça nous crée aussi une dynamique et un souffle retrouvé ou un souffle nouveau, et ce qui est voilà, tout extrêmement positif. Est-ce que malgré la pandémie et toutes ses conséquences, est-ce que le niveau, d'une part le niveau de votre activité, et d'autre part le niveau des échanges et de la coopération franco-italienne est resté suffisamment haut, n'est-ce pas, dans ces 2 dernières années? Oui, de manière assez homogène, les caractéristiques de la pandémie ont été un ralentissement des investissements directs étrangers, qui a baissé d'environ 40%. En moyenne sur le monde, c'est un chiffre publié par la CNUSED. À un niveau plus local, avec une frontière que nous connaissons bien et qui est plus facile à passer qu'une autre type de frontière, la frontière franco-italienne, compte tenu aussi de l'appartenance à l'Union européenne, on a malgré tout ressenti une mise en suspens des projets d'investissement français vers l'Italie et l'Italie vers la France. Non pas parce que le territoire dans lequel on souhaitait aller était plus complexe ou était devenu plus complexe, mais tout simplement parce que le contexte général était un contexte d'incertitude. Donc, qui dit incertitude dit mécaniquement mise en suspens de projets qui sont à une étape de réflexion ou de première étape de structuration d'investissement. Les projets qui ont continué à se faire, ce sont les projets qui étaient en 3e ou 4e étape, c'est-à-dire signature d'une acquisition ou ouverture d'une filiale. À partir du moment où cette étape était enclenchée, l'incertitude que crée la pandémie ne l'a pas freiné puisque le projet était déjà bien avancé. Mais toute une série de projets en maturation ont été mis en suspens. Il y a eu un retard un peu dans qui s'est par ailleurs déclenché quelques mois, voire une année et demie après. On a eu beaucoup un retour de la demande sur les investissements, l'implantation des investissements étrangers, notamment de source italienne, qui a ensuite repris son cours et voire avec un petit rattrapage. Voilà. Et alors, une question dans laquelle il y a une pointe de provocation, si je peux me permettre. Est-ce que, entre la France et l'Italie, quel est le pays le plus attractif pour les investissements?
Oui, effectivement, la question est un peu... je ne tomberai pas dans le piège de cette réponse. Non, parce que les deux pays ont des caractéristiques, mais évidemment connues, bien distinctes, et selon le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, selon votre physionomie d'entreprise, selon votre historique, selon aussi la raison pour laquelle vous souhaitez vous implanter, les pays n'offrent pas les mêmes réponses. Est-ce qu'ils sont pleinement et totalement comparables? Je ne pense pas. Moi, quand je conseille à des entreprises d'organiser leur implantation, la première des questions à se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi je souhaite m'implanter dans mettons qu'une entreprise hors de l'Union européenne souhaite s'implanter en Europe, et pour elles n'ont pas encore une vision claire du pays. Première des questions, c'est de se poser, c'est pourquoi? Est-ce que je vais chercher un réseau de clientèle? Est-ce que je vais chercher un tissu industriel? Est-ce que je vais chercher des compétences académiques, universitaires, de recherche très spécifiques? Et en répondant à ces questions, je distingue le où. Peut-être faudra-t-il mieux aller en région Lombardie ou dans le Piémont plutôt qu'en Rhône-Alpes ou en Île-de-France. Les agences d'attractivité territoriale aussi apportent leur lot de réponses et de solutions, notamment pour trouver des locaux, trouver des organisations matérielles de l'implantation, par exemple un terrain pour construire une usine. Bon. Mais voilà, il faut pouvoir d'abord poser le pourquoi pour ensuite identifier le où. Voilà. Et alors là, à l'orée de la nouvelle année 2022, est-ce que globalement les perspectives sont encourageantes ou est-ce que vous avez un carnet de rendez-vous et de projets bien rempli? Au niveau de notre entreprise, les perspectives sont plutôt encourageantes. D'abord parce qu'on a la chance d'avoir une équipe dynamique, extrêmement soudée. Et Orcom est une entreprise qui a une ambition de développement. Sur l'aspect international, le pôle international, nous avons concrétisé, il y a quelques semaines à peine, des projets de croissance, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Donc ce sont des projets de croissance qui ont été faits en pleine pandémie, c'est-à-dire ont été amorcés en 2021 et se sont conclus en 2021. Et j'en suis à titre personnel très fier pour cette raison, c'est-à-dire qu'on a fait partie des entreprises qui ont continué leur développement malgré tout. On a pu pour cela bénéficier d'un niveau de confiance de très haut niveau avec nos associés d'ores et déjà implantés dans ces pays. Donc les nouveaux associés qui nous ont rejoints aux États-Unis sont basés à Miami. Ce sont des personnes vraiment de très grande qualité, on est très heureux de les avoir à bord. Et en Angleterre, nous avions un cabinet de 10 personnes à Londres, et aujourd'hui nous sommes 30 personnes. Et donc nous accueillons une équipe de 20 personnes avec un associé qui lui aussi est un auditeur très expérimenté, chevronné, qui connaît très bien notre secteur d'activité, et avec qui nous avons eu d'excellentes relations dès le départ. Et tout ceci s'est fait à distance. Ah oui. Parce qu'on ne pouvait pas voyager. C'est pour ça que je parle de confiance, parce que faire les choses à distance nécessite au préalable une confiance bien établie. Et voilà, on est allé au bout, on a choisi d'aller au bout, on en est très heureux. Donc oui, notre département international continue à se développer. Orcom a continué à se développer également, notamment sur la région, la région atlantique, en installant aussi un pôle terre et mer. Donc l'ambition d'Orcom, c'est de continuer à grandir, de rester en très grande proximité de clientèle, d'avoir cette très grande particularité qui est liée à notre ADN, de l'expert comptable, d'abord premier conseil, en très grande proximité avec les dirigeants. On a également pu développer et continuer à développer nos autres marques. Je pense à la marque H3P, Stratorial, Actiforce. Sur le domaine du droit et de la défense, on a également continué à progresser. Donc voilà, cette pandémie
n'a pas mis un frein à notre envie de développement et à nos opportunités. On a su aussi les saisir. Voilà, on est vraiment très heureux. C'est vrai que 2022, ça va être aussi des temps de structuration, parce qu'une fois qu'on a fait des croissances, il faut continuer à se structurer, à s'améliorer, à innover dans la recherche d'outils fluides. Dans notre métier, la notion d'outil, elle est importante, mais voilà, tous les voyants sont ouverts. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans tout ce que tu viens de dire, c'est que l'activité et les perspectives avec le Royaume-Uni se soient intensifiées malgré le Brexit. Oui, alors j'étais peut-être un peu à contre-courant, mais j'ai assez rapidement cru que le Brexit est une opportunité plus qu'une fragilité. C'est intéressant. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Beaucoup de mes confrères, avocats fiscalistes ou experts comptables, italiens, français, internationaux, ont assez rapidement vu que le Brexit... L'effet Brexit, ce qu'on constate, c'est que l'effet Brexit s'est noyé dans l'effet Covid. On ne sait pas exactement quel est l'effet Brexit. Tout le monde repart un peu à zéro, à moins 8, moins 9, moins 10% de PIB. Quel est l'effet Brexit là-dedans? 1, 2%, 10%? Ça aurait été différent? Personne ne le sait vraiment. On repart là d'une feuille un peu blanche, tout le monde, entre guillemets. L'Union européenne continue sa route, l'Angleterre continue sa route avec ses négociations bilatérales. Ceci dit, elle a un gros potentiel de croissance et de développement et d'innovation, évidemment. C'est loin d'être un petit pays quand même, donc c'est une implantation stratégique pour toute une série de secteurs. On a vu aussi que la demande pour l'Angleterre continuait d'arriver de la part de nos clients et de certains prospects qui voulaient continuer à s'y implanter. Et donc ça a été autant d'indices qui nous ont fait dire: si nous avons une opportunité de croissance et d'intégration d'une équipe qui nous correspond, nous devons y aller. Et c'est ce que nous avons trouvé. Alors, si on peut résumer, Orcom et toi-même, vous entrez dans l'année 2022 avec pas mal d'optimisme. Oui, disons en tout cas une envie de faire et des opportunités à déployer et effectivement une belle dynamique qui s'installe. On a continué également à se tourner vers les personnes physiques, notamment sur les aspects fiscaux, pour les impatriés, les expatriés. Et ça, c'est pour nous aussi... c'est un des effets, on parlait à l'instant des effets du Covid, un des effets du Covid, ça a été une nouvelle mobilité des personnes. Certaines personnes qui étaient impatriées, expatriées, du fait de l'impact de pandémie, ont peut-être accéléré certains projets ou mûri un peu plus rapidement que prévu des idées de revenir dans leur pays d'origine ou au contraire de changer de pays, de revenir en Italie, de rester à Paris, de repartir aux États-Unis, etc., etc. Donc, et ces questions de mobilité ont réouvert aussi des questions de fiscalité personnelle. Impatrié, expatrié, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Moi, je le fais beaucoup pour notamment la clientèle italienne. C'est-à-dire, je suis italien d'origine, je suis basé à Paris, finalement je vais vivre à Londres, ou je vais vivre à New York, ou je reste à Paris, mais je viens d'hériter d'une maison où je souhaite transmettre à mes enfants qui sont eux-mêmes à New York, en Italie. Voilà, comment je fais. Donc tout ceci, c'est une compétence, une capacité à structurer la problématique fiscale individuelle que nous avons continué à consolider ces dernières années et qu'aujourd'hui on propose à notre clientèle. Oui, c'est-à-dire que le secteur, la partie conseil fiscal est fondamentale pour... Oui, bien sûr. Conseil fiscal et conformité administrative, ça va ensemble. C'est-à-dire que d'abord, bien penser ce que l'on souhaite faire et ensuite bien le faire. Remplir le bon papier au bon moment, à la bonne date. C'est un peu la base de notre métier, mais cela dit, dans des périodes un peu complexes, où on a vite fait un peu de rater des éléments importants, c'est essentiel, me semble-t-il, de s'appuyer sur un conseil
un expert comptable et son équipe qui sont là bien en place et bien installés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'apparemment, il y a une tendance, un désir à la simplification des normes, aussi bien fiscales qu'administratives, aussi bien en France qu'en Italie. Alors, simplification des normes, je ne sais pas. Le mot simplification, il faut le prendre avec un peu de prudence, parce que ça peut être aussi parfois un peu un mythe. On le voit quand même dans notre métier. Enfin, on en parle beaucoup, voilà. En tout cas. On parle beaucoup du mot simplification. Oui. À quel niveau ça se simplifie et pour qui ça se simplifie? Ce qui sera probablement beaucoup plus simple, c'est le contrôle des flux par les administrations fiscales. Ça, ce contrôle, il sera plus simple. Pour que ce contrôle soit plus simple, plus il y a de flux, plus c'est complexe, donc il faut une mesure de simplification. Mais pour que ces contrôles soient plus simples, il faut au préalable que les flux aient pu être identifiés, enregistrés, comptabilisés, déclarés correctement. Et donc pour ceux qui font cette comptabilisation et ces déclarations, le travail n'est pas toujours plus simple, voire au contraire. Pour un métier comme le nôtre, en tant qu'expert comptable, on a pu quand même observer que ce qu'on appelait la simplification, on l'a vécu pour la DSN qui est le mécanisme de déclaration électronique des données sociales. Pour les experts comptables qui produisaient des payes, le passage a été assez complexe. On aura évidemment la chose. Donc, pour les utilisateurs et les experts comptables, les experts en gestion fiscale et administrative que nous sommes, les choses se complexifient, se densifient en tout cas. Donc l'important, c'est que ça soit beaucoup plus simple pour nos clients, et donc nous avons un peu plus de travail en général. Alors, merci pour ce tableau qui est à la fois intéressant et encourageant par beaucoup de ses aspects. Et donc, ce qu'il me reste à faire, c'est, à part les remerciements pour nous avoir accordé cette interview, c'est de souhaiter une très bonne et très active année 2022 à Orcom et à ses dirigeants, à tous ses collaborateurs. Merci Paolo de nous avoir interviewés, merci pour cette interview. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux bonne Noël année. Aussi aux auditeurs d'Italian Diretta et buon anno. Buon anno.